Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'addition, l'émission qui met les apprentis sous le feu des projecteurs. Avec les métiers hôtel, café, restaurant et ici c'est ma place par Acto, Apprenti Tour sillonne la France pour venir sélectionner un groupe par région qui aura la chance de participer à la grande finale d'Apprenti Scène le 18 mai au Théâtre de la Renaissance à Paris. Alors, c'est plus qu'un spectacle, c'est l'occasion pour les apprentis de se dépasser, d'oser et de venir, de monter sur scène pour faire quelque chose qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de faire avant. Aujourd'hui, on accueille le restaurateur, le grand restaurateur, que dis-je, Pascal Mousset, qui anime les tables Mousset, La démocratie, acte 3, et chez Françoise. Et on accueille avec joie Pascal Mousset. Et voici Pascal qui est apparu par magie sur le canapé. C'est dingue. Je ne sais pas comment tu as fait. En tout cas, Pascal Mousset est restaurateur. Il anime 3 établissements à Paris, dont La démocratie, acte 3, et le plus vieux, oui. 36 ans, chez Françoise. Est-ce que, voilà, comme ça, juste pour passer à table, tu peux nous parler un tout petit peu de ces 3 restaurants ? Bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est 3 restaurants que j'ai le plaisir d'animer. L'un depuis 1990, voilà, chez Françoise, qui est un restaurant aux Invalides. Alors, fréquenté par une clientèle un peu choisie, parce que beaucoup de politiques, on est à côté de l'Assemblée nationale. Beaucoup de diplomates, on est à côté du Quai d'Orsay. Beaucoup de repas d'affaires, parce que c'est un quartier des Invalides de business où il y a beaucoup d'avocats, de notaires. Et puis aussi une clientèle qui me suit depuis 36 ans. J'ai connu les enfants, les petits-enfants. Et une clientèle familiale, une clientèle associative aussi. Beaucoup d'associations qui se réunissent chez moi parce que j'ai des petits salons. Et on a défendu la cuisine française traditionnelle. J'ai la chance d'avoir le même chef avec qui je suis associé depuis 36 ans, qui s'appelle Philippe Léglise. C'est un garçon extraordinaire. Bonjour à Philippe Léglise. Donc bonjour à Philippe. Quand on a un très grand chef comme ça, on est tranquille quand on fait le métier de restaurateur parce qu'on sait que dans l'assiette, ça va bien se passer. Oui, tu lui fais confiance les yeux fermés. Les yeux fermés. On travaille en collaboration. On travaille les produits de saison. On est très attaché à la cuisine française, aux produits français. On fait que des viandes d'élevage français. On respecte bien les saisons. Ouais. Hein, on change la carte toutes les semaines. On change plusieurs plats. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel on tient beaucoup. Le deuxième restaurant, c'est La démocratie, boulevard Raspail, que j'ai repris il y a 4 ans, qui est à 2 pas du Bon Marché. Un endroit incroyable parce que caché. Tu rentres par une petite porte cochère, je suis dans un immeuble, tu découvres une petite salle de restaurant, derrière tu as un jardin extraordinaire, en plein Paris, loin de la circulation automobile, un havre de paix, et tu poursuis au fond de ce jardin, tu trouves une salle de réception, magnifique, avec 5 mètres sous plafond, des décors de 1902, des symboles partout de ce qui s'est passé, un peu Troisième République, un peu un voyage dans le temps, et là on y fait des réceptions, c'est un lieu d'event. On fait des cocktails, des petits déjeuners, des déjeuners. Et donc, je suis tombé amoureux de cet endroit parce qu'il a un trait d'union avec l'autre restaurant, c'est la politique. Le trait d'union, c'est l'histoire, la politique, les idées et le fait que quand on est à table, il se passe quelque chose. On partage des idées, on partage des arguments. Et je trouve que c'est sympa quand on a un restaurant de ne pas venir seulement pour manger, mais de venir aussi pour réfléchir, pour échanger, pour parler, pour découvrir l'autre. D'où la démocratie. D'où la démocratie. En fait, la démocratie, c'est le nom du bâtiment. Ah, ok, on éditait un journal qui s'appelait La démocratie en 1902. Et dans ce lieu, c'est un lieu d'histoire et de mémoire, on éditait ce journal qui véhiculait les idées d'un parti politique qui s'appelait le Sillon, qui est devenu la démocratie chrétienne. Un parti politique bien connu. Et le 3e établissement, c'est un établissement très ancien que j'ai depuis 20 ans, mais qui existe depuis 100 ans, qui s'est toujours appelé le Petit Marguerite. J'ai transformé parce qu'il marchait plus bien, il était un peu vieillot, il était un peu passé de mode. Et j'ai transformé au mois de septembre dernier, on a fait un restaurant qui s'appelle Acte 3, avec un décorateur qui est plein de talent, qui s'appelle Hervé Porte. Et on est parti en cuisine méditerranéenne. Donc là, on s'est un peu échappé des codes des 2 autres restaurants. Je me suis trouvé un chef avec qui je suis partenaire, qui s'appelle Stéphane Emery, et un associé à Maury, un jeune qui sort de l'école hôtelière, qui a 25 ans, que mon fils m'a présenté, qui est passionné, qui est jeune. Et tous les 3, on a monté Acte 3, alors un restaurant qui défend la cuisine méditerranéenne, une huile d'olive de Calabre incroyable qu'on a trouvée, et puis que des produits de saison, mais autour de la cuisine méditerranéenne. Donc on peut y trouver des arancini, un petit clin d'œil à la cuisine italienne, des jambons et des charcuteries ibériques, ou des chipirons,
cuisine plutôt ibérique, Oui. et puis la cuisine provençale. Les petits farcis, l'agneau cuit 7 heures à basse température, Ouais, ça donne faim. voilà, des petits cochons de lait, enfin des choses qui sont très très quali. Et voilà, on a relancé ce restaurant comme ça il y a quelques mois. Et par exemple, si voilà, quelqu'un a envie d'aller chez Françoise, je prends l'établissement le plus vieux, qu'est-ce que tu conseilles de prendre chez Françoise? C'est quoi le plat phare de chez Françoise? Alors, le plat phare, en entrée, c'est le foie gras de canard maison. On fait un foie gras de canard maison Ouais. extra. On travaille avec une petite ferme qui s'appelle la ferme Lafitte dans les Landes, qui nous fournit des lobes de foie gras magnifiques. Mmh. Et le chef, il a son tour de main dans les assaisonnements, dans la cuisson. Et ensuite, en plat principal, le plat phare de la maison, c'est les riz de veau. Ah, Les ok. riz de veau, c'est la glande thyroïde du veau, Ok. qui est caramélisée au beurre, avec un petit jus au citron vert. Ouais. Et on fait une petite tombée d'épinards frais. Et ça, c'est vraiment un plat signature qu'on a à la carte toute l'année. Hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de saison pour les riz de veau, donc c'est un plat Oui. qu'on peut garder à la carte toute l'année. Et en dessert, le dessert emblématique, c'est les crêpes Suzette. Donc Oui, les oui, crêpes oui, bah oui, oui. qu'on va faire devant le client. Alors on va avec notre petit réchaud, notre poêle, on met le sucre, on met le beurre, on fait un caramel, on rajoute les oranges, les citrons, on fait des petits zestes, on fait baigner nos crêpes dans ce petit caramel et on fait flamber devant le client au Grand Marnier. Et tous les clients sortent leur caméra comme ça. Ils nous filment en train de préparer les crêpes à la table. Ouais, ça donne très Voilà, bien. c'est les trois plats un peu signature depuis toujours. Hein. Après, il y a des plats plus modernes, plus récents qu'on fait vivre au quotidien. Hein. Bon, du coup, ça m'a donné très faim personnellement. Donc, je pense qu'on va passer à l'apéro. Qu'est-ce qu'on prend d'ailleurs en apéritif chez Françoise, Acte 3 ou La Démocratie? Alors, L'apéritif le plus. nous, on a des restaurants, on fait des cocktails, on a une belle carte des cocktails, notamment Acte 3, on a un bar à cocktails magnifique. Donc, on a des jolis cocktails signature. On a un cocktail par saison, on a 4 cocktails qui marquent chaque saison avec une couleur différente, une temporalité différente et des alcools différents. Après, on fait tous les classiques, le Mojito, Spritz. Eh oui, bien sûr. Voilà, mais on est aussi une maison de vin. Les 3 restaurants ont des très belles cartes des vins, avec plus de 150 références de vin. On commence à 20-25 € la première bouteille de vin, hein, pour des vins AOC de très belle qualité. Ouais. Et après, bon, il n'y a pas trop de limite dans le vin, on peut aller dans des vins jusqu'à 500 € la bouteille. Mais on a une carte des vins très choisie et je tiens toujours à faire des vins au verre, à prix raisonnable, moins de 10 €. On a pas mal de vins autour de 5 à 7 € qui sont très quali, des petits propriétaires que je connais depuis très longtemps, 20-25 ans, qui sont Ah ouais. Terravitis, qui sont bio, qui sont quali. Alors j'ai un rosé de Provence extraordinaire. Eh ben, Le domaine de Pérez-Cédès, d'Alain Bacchino. C'est un ami, vous descendez Coucou à à lui. Pierrefeu, vous allez voir ses vignes, c'est extraordinaire, il travaille avec ses filles. C'est la 3e génération, c'est un monsieur charmant. Et puis si vous aimez les blancs, vous allez à Chablis, chez mon ami Jean-Marc Brocard et son fils Julien. Julien. Et là, vous avez des vieilles vignes de Chablis, magnifiques. Des vins très minéraux, très puissants, Oui, j'adore ça. très aromatiques. Et là, voilà, et ça, c'est servi au verre, en fait, en magnum. J'aime bien servir les vins en magnum. Ouais. J'arrive à la table avec le magnum, je sers devant le client. C'est toi qui arrives à la table avec le Magnum? Ouais, moi ou le collaborateur. Hein. Oui. J'adore parce que ça, c'est pas tous les restaurants qui font ça. Aller avec le magnum à la table faire l'averse du vin, je trouve que c'est un cérémonial Ouais, ouais. qui, en soi, déjà marque un établissement, marque une différence avec beaucoup Ouais. d'établissements où on va t'amener ton verre déjà servi derrière le bar. Ouais. Je trouve que là, la différence, elle est énorme. Tu vois l'étiquette, tu vois le geste, tu vois que c'est un joli flacon. Tu es déjà préparé à apprécier, tu vois. Ouais, ouais. C'est du théâtre, tu mets déjà en scène le produit. Ouais, bah c'est vrai que moi je préfère qu'on me serve mon vin et de voir la table, bouteille. de voir la bouteille. Et bon, de savoir que dans certains bistrots, il y a ce mythe de on a mélangé toutes les bouteilles, on les a mises dans une carafe. non. Mais ça, je crois que c'est une légende. Ouais, c'est J'espère. une légende. C'est une légende. Ça n'existe pas. Merci. Du coup, des questions d'abord sur ton parcours. Déjà, d'où vient ta passion pour la restauration? D'où c'est venu? En fait, moi, c'est une tradition familiale, en fait. Hein. Mes parents avaient un bistrot dans le 9e, mes grands-parents étaient hôteliers, je suis d'origine avéronaise. Donc, on a ça dans le sang depuis 2 générations. On vient d'un milieu très rural. Moi, mes grands-parents étaient paysans du côté de papa, du Où côté ça? de maman, dans le Nord Aveyron, à Mur-de-Barès. Ok. C'est le Carladès, c'est à cheval entre le Cantal et l'Aveyron. Donc des paysans très 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 pauvres en fait. Hein. C'était un milieu un peu, mais avec des valeurs.
l'amour de la terre, l'amour des animaux. Et ils m'ont transmis ça dans ma jeunesse quand je passais du temps avec eux dans les vacances. Et puis du côté de maman, ils étaient venus à Paris, ils venaient de la même région, d'un milieu rural aussi, paysan. Puis ils avaient été valets, femmes de chambre. Puis après avoir élevé les femmes de chambre, ils ont réussi à force de travail à acheter un hôtel et à devenir hôtelier. Et la tradition familiale est partie d'eux en fait. Et moi, à 17 ans, préparer mon bac, j'étais plutôt bon élève. J'ai dit à mes parents, je vais faire restaurateur. Je vais faire l'école hôtelière. Alors, ils ont fait grise mine parce qu'ils disent, mais tu pourrais prétendre à des études plus brillantes, faire une école de commerce, que sais-je. J'ai dit non, moi, je vais avoir mon restaurant. Je vais être chez moi. J'avais cette volonté chevillée au corps d'être chez moi, d'avoir mon restaurant, d'être autonome économiquement et puis d'être mon patron, de maîtriser ma vie, de pas la confier à quelqu'un d'autre. Et ensuite, j'ai fait mon école hôtelière, ça s'est bien passé. Je suis rentré, je fais un BTS, une année de mise à niveau, 2 années C'est de quoi comme BTS. école hôtelière? Ça venait d'ouvrir, c'était l'école hôtelière de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ok, dans le 78. Dans le 78, Ouais. on était la deuxième promotion. Moi, je suis sorti en 85. La première promotion est sortie en 84. Je suis sorti major de promotion en 85. Ok. Je salue tous mes petits copains à l'école hôtelière. Je les retrouve ce soir. On fait une bouffe ensemble. Bon, bah. 40 ans après, on s'est jamais lâché. Ah ouais? On Et eux, ils ont tous aussi. Donc, Ah des ben, il y en restaurants. a un qui dirige une chaîne d'hôtels internationale qui s'appelle Lux Hotel, qui est présente Lux Hotel. voilà, aux Maldives. Il y en a un autre qui fait de la formation, qui est dans la formation. J'ai un autre copain qui dirige une boulangerie, avenue Victor Hugo. Ils ont tous fait leur parcours, mais on est toujours restés liés parce que ces années école hôtelière, ça nous a beaucoup soudés. Et elle existe encore, cette école? Bien sûr, Elle s'appelle elle s'appelle l'école hôtelière de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ok. C'est une des plus grandes écoles hôtelières de France. C'est une école d'État qui fait tous les diplômes, bac pro, BTS, licence. On y distille une formation très académique, très qualitative. Et nous, on avait la chance d'avoir des professeurs qui venaient des plus grandes maisons de Paris. Je me souviens de mon prof de restaurant qui m'a appris à découper un poulet. Il a été chez Maxime pendant 28 ans. Donc, il découpait un poulet ou un canard quand il nous formait les yeux fermés. Oh, On waouh. pouvait lui bander les yeux et il découpait un poulet. Ah, bah, c'est ça qu'on aurait La dû faire. cuisse, l'aile et tout. Et moi, j'ai dit, mais waouh, on sait faire un truc comme ça. Et après, on avait des profs de cuisine extraordinaires. On avait la première cuisine à l'époque à induction. Il n'y avait Ouais. pas du tout de gaz, on ne dégageait pas de chaleur. C'était très moderne à l'époque, il y a 35 ans. Et j'ai eu une formation incroyable dans cette école. Avec des stages, j'ai fait mes stages chez Hilton. À l'époque, il y avait un Hilton à la Tour Eiffel, un 500 chambres en 4 étoiles luxe. Il n'y avait pas encore des 5 étoiles. Mais j'étais dans le top du top j'étais stagiaire là, avec dîner dansant, brunch. Je recevais le monde entier. Ouais, c'est des gros. Je côtoyais grosses des têtes couronnées, des grands chefs d'entreprise. J'étais stagiaire pendant une coupe de Roland-Garros, tu sais, pendant le tournoi de Roland-Garros. Et on avait comme client, j'apportais le petit déjeuner à Chris Evert Lloyd, à tous les plus grands tennisman de l'époque. Ouais, je l'ai Donc, pas celui-là, par exemple. j'étais comme ça avec mon plateau quand je toquais à la chambre ou avec mon petit chariot. Parce que quand tu as 20 ans, 18 ans, 19 ans, t'as pas beaucoup d'assurance. Ah, Tu non. toques à la chambre d'un gars qui le lendemain tape la balle sur le cours de Roland-Garros pour gagner le tournoi. T'es un peu comme ça. Surtout que ça parle qu'anglais, donc moi mon anglais était quand même un peu scolaire, il était pas terrible. Et j'ai trouvé formidable d'être baigné comme ça dans une ambiance hyper luxueuse, en même temps côtoyer des gens qui finalement étaient très sympas, et moi qui étais un grand timide, mais c'était maladif. Ah oui? Ça m'a soigné et guéri de ma timidité, ce métier. Ah bah, t'aurais dû faire apprenti scène à l'époque. Voilà, Mais bon, je crois que ça n'existait et donc j'ai fait cette école hôtelière, et après j'ai fait mon armée, parce qu'on faisait encore l'armée, et après je suis sorti, j'ai demandé un peu autour de moi, moi j'ai voulu travailler dans des grands brasseries, je voulais gagner de l'argent, parce que j'en avais besoin. Ah oui. Pour manger. Et on m'a dit qu'il faut aller travailler dans les grandes brasseries parisiennes. Il y avait le groupe Flo, qui était à l'époque le leader du marché, Ok. comme on dirait, je sais pas, aujourd'hui Big Mama ou autre Ok, restaurant. oui, je Tu vois, je vois. c'était un peu Ok. et ils avaient des grandes brasseries, ils faisaient des centaines de couverts. J'ai démarré en bas de l'échelle, même avec mon BTS en poche, même major de promo. Tu sais, Ouais. tu démarres tout en bas de l'échelle, au SMIC. Je faisais beaucoup d'heures, je me disais, oh là là, c'est très très dur. Physiquement, c'était dur. Je m'accrochais, on faisait beaucoup d'heures.
Il y a des soirs où j'avais pas le moral, je voulais démissionner parce que je me dis j'ai fait tant d'études, j'ai tant bossé, puis là je me retrouve à porter le plateau. C'était super sympa de faire le service, mais c'était quand même très lourd parce que c'était des grosses machines où tu te retrouves là-dedans un peu ballotté, quoi. Et puis on peut aussi se dire aussi, je pense aux jeunes aussi qui font ça, se dire qu'on a fait donc des BTS, etc. Et se dire est-ce que là c'est gratifiant moi avec mon plateau, Voilà. alors qu'en fait évidemment que oui, parce que de toute façon on ne peut que commencer. Faut commencer en bas là. de l'échelle. Et j'ai appris à manier le plateau, j'ai appris à faire le service des crêpes, Et c'est pas évident. Hein. j'ai appris à découper une sole meunière. Et je me suis rendu compte que j'avais une formation très complète à l'école hôtelière, mais qu'il y avait plein de choses que je savais pas faire. Et donc mes collègues m'ont appris, et surtout je suis rentré dans un groupe qui se développait très vite. Donc au bout de quelques mois, ils m'ont passé maître de TL. Au bout d'1 an et demi, ils m'ont passé directeur d'un établissement qui s'appelait la Brasserie Flo, cours des petites écuries dans le 10e. Ah oui, oui. Donc oui. j'ai une promotion hyper rapide. Si tu veux, à 23 ans, j'avais déjà géré une entreprise avec 60 salariés. Je gérais des collaborateurs qui avaient 30 ans de plus que moi. Et ils m'ont fait confiance. Je travaillais comme un dingue, mais ça me plaisait énormément. Et j'étais le patron. En fait, je recevais les clients. C'est moi qui décidais qui je mettais à quelle table. Je faisais le briefing avec tout le monde avant chaque service pour expliquer les règles de service, comment on se répartissait le travail, affecter les rangs, etc. Donc je me suis pris au jeu et j'ai fait carrière dans ce groupe pendant 6 ans, jusqu'à la direction de la Coupole à Montparnasse, que j'ai rouvert en 1988 avec mon patron. Il m'a confié le plus grand restaurant de Paris à l'époque, c'était la Coupole. À quel âge? J'avais 26 ans. Donc il m'a confié ça, j'avais 230 collaborateurs. Heureusement, j'avais une équipe autour de moi, j'avais des cadres beaucoup plus expérimentés que moi, notamment un directeur des ressources humaines qui m'accompagnait. Mais on m'a confié ça, il y avait un dancing à gérer, il y avait un bar américain, on faisait entre 800 et 1000 couverts par jour, on avait un dancing à gérer, donc avec activité dansante 5 soirs par semaine, c'est un autre métier. Et pendant ces 3 années que j'ai passées à la Coupole, j'ai emmagasiné une expérience incroyable, parce que dans un restaurant aussi grand, tu vois tout ce qui peut t'arriver en 20 ans dans un petit restaurant, ça t'arrive en 1 an dans un restaurant comme ça. Ouais, bah oui, des événements improbables, plein de choses, quoi. Bah, je pense la vie. Je pense qu'on abordera ça tout à l'heure. La vie, voilà. Et après, je me suis mis à mon compte à 27 ans. Bon, je voulais voler de mes propres ailes, avoir mon resto. Donc, j'ai trouvé un resto dans le 15e, pas loin d'ici, rue de la Convention. Voilà, mes parents m'ont donné un petit coup de main financièrement. J'ai dû aller toquer à la porte de je sais pas combien de banques pour avoir mon prêt. Puis j'ai pris ce restaurant, je l'ai beaucoup développé, j'en ai pris un deuxième et après c'était parti, quoi. Voilà. Et ben ça me laisse. On va passer donc à un petit jeu. Donc on va ramener tout de suite une saule meunière et on va la couper à l'aveugle. Je suis prêt. Non, pas du tout. Non, on va passer au Fast and Curious avec mon magnifique accent anglais. Donc je vais te poser, je vais te dire ça ou ça. Tu vas devoir répondre évidemment, faire un choix entre les deux. Donc je commence. Cuisine ou bureau de gestion? Cuisine. Service du midi ou service du soir? Service du soir. Ah. Client fidèle ou critique Michelin? Client fidèle. Plat parfait ou service parfait? Service parfait. Carte courte maîtrisée ou grande carte ambitieuse? Carte courte maîtrisée. Brigade autonome ou contrôle total sur chaque assiette? Brigade autonome. Resto plein tous les soirs ou expérience gastronomique ultra soignée? Resto plein tous les soirs. Produit simple, ultra bien exécuté ou produit rare et spectaculaire? Produit simple, hyper bien exécuté. Par exemple? Une seule meunière. Simple, produit simple, une seule meunière? Une seule meunière, c'est un produit simple. Ah ouais? Bah, tu prends une sole, tu la vides, tu la fais cuire dans le beurre. Oui, c'est vrai, bien exécuté. Oui, c'est un produit simple. Oui, c'est un produit brut. Non, bah, alors, je te donne un autre exemple. Omelette au cèpe. Oui, c'est vrai. Produit simple, bien exécuté. Pour moi, c'est le repas droit. Une omelette au cèpe bien exécutée, ça vaut beaucoup de plats gastronomiques. Ouais. Et je suis prêt à te le prouver quand tu viens chez Françoise. Eh ben, tu veux qu'on parle? Le mois d'octobre, Bah c'est oui. les cèpes, c'est tout. Ouais, bon, bah, alors ça, ouais. Faut attendre. Bah, sinon, Faut ça peut attendre la être... cueillette des cèpes. Ou alors, on va faire les girolles dans 1 mois et demi. Ah bah voilà, parfait, les girolles, ça me va aussi. Tu vois? Tu veux C'est tout bête, hein, une Eh omelette. oui. Mais franchement, c'est
Ça peut être le meilleur des plats quand c'est bien exécuté. Bah moi, par exemple, je ne sais pas faire une omelette. Elles sont Tu toujours viendras, ratées. Philippe, il te montrera. Elles sont toujours ratées, mes Philippe, omelettes. il a un tour de main incroyable. Pour l'omelette, Ah ouais. c'est ça qu'on Il aurait a pu faire. appris On aurait pu ça faire en une omelette. apprentissage dans les années 80 dans le Lot. Et il a un tour de main, tu vois comment il manie la poêle, la façon dont il bouge la poêle pour que l'œuf ne colore pas. Et elle doit être blanche, l'omelette. Et tu dois juste mettre un petit coup de pinceau avec du beurre dessus pour qu'elle soit bien brillante. Si elle est colorée, elle est loupée. Elle doit être blanche. Ah bon? Ah ouais. Bon, ben moi, elle est Elle tout doit le temps être loupée. blanche et quand tu coupes, tu dois avoir le côté, on dit, elle doit être baveuse. Oui, c'est ça. Elle doit baver un petit peu. Ouais, Tu bon. vas avoir tes champignons avec l'assaisonnement des champignons à l'intérieur. Moi, ça donne envie de manger l'omelette de Philippe. Tu veux qu'on parle de ton resto pour sa cuisine ou pour son ambiance? J'ai envie de dire les deux, Bah mais, oui, mais moi j'ai aussi. envie de dire les deux, mais si je dois choisir, quand même pour la cuisine. Voilà. Tu préfères former un chef ou créer ton propre remplaçant? Après- Moi, je suis pas chef, Bah donc oui. j'ai pas cette compétence-là, mais former un chef, oui. Oui. Eh bien, c'est fini pour le Fast and Curious. Et maintenant, une petite entrée peut-être. Qu'est-ce qu'on prendrait en entrée alors chez Françoise, Acte 3 ou Démocratie? Qu'est-ce qu'on prendrait en entrée Le foie gras, on a dit tout à Le l'heure. foie gras, on a dit tout à l'heure. Le hein. foie gras de canard. Foie gras de canard. Eh ben alors, parfait pour le foie gras de canard. On va parler pour l'entrée de moments clés de ton parcours. Est-ce que tu considères que tu as fait des rencontres, toi, dans ton parcours professionnel, et d'ailleurs même qui ont changé changé ta vie professionnelle? Ah oui. On peut rien faire seul, en fait. Moi, j'ai un mentor. J'ai eu un seul mentor. Ouais. En dehors de ma famille. Ma famille m'a donné quand même des bases. Mmh. Mais mon mentor, c'était Monsieur Bûcher, le fondateur du groupe Flow. Un monsieur qui était autodidacte, qui Ah ouais. était cuisinier de formation, qui a monté un groupe de restauration, qui a eu jusqu'à 2000 collaborateurs, cotés en bourse. Et j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur et d'être un peu son protégé. Il m'a donné la possibilité d'être directeur à 22 ans. À Quel 22 patron, ans? Quel patron te fait confiance à 22 ans pour diriger une entreprise? Très peu. Très peu. Il m'a fait confiance à 26, 27 ans pour diriger la Coupole. Sa plus Ouais, grosse ouais. maison, la maison où il avait pris le plus de risques financiers. Mhm. Il mettait vraiment beaucoup, beaucoup d'enjeux. Il m'a soutenu dans tous mes choix, c'est-à-dire que chaque fois que je lui faisais des propositions pour développer l'entreprise, pour recruter telle ou telle personne, il m'a fait confiance. Et il m'a donné une confiance incroyable en moi. Mais toi, tu prenais des initiatives. Moi, des je fois. prends l'initiative, mais il me Ok. suivait tout le temps. Et il me dit, si tu le sens, tu le fais. Et j'ai trouvé que c'était un patron extraordinaire, charismatique. C'était un peu le Napoléon de la restauration dans les années 2000. C'est-à-dire que pour un homme comme ça, on était capable de sacrifier beaucoup de choses. Parce qu'on sentait que ce qu'on faisait, c'était plus grand que soi. On sentait qu'il y avait un dessin, il y avait un projet. Et il avait une capacité, c'est un aubergiste, il se qualifiait pas de restaurateur, il se qualifiait d'aubergiste. Et il avait le souci permanent du client. Le souci permanent d'offrir une assiette généreuse, à un prix abordable, Ouais. dans une ambiance festive. Et ces trois paramètres, il fallait qu'on les retrouve dans tous ces restaurants. Il fallait qu'on passe un moment festif, il fallait que l'assiette soit généreuse, hein, et qu'on manque de rien, et il fallait que ça soit à un prix raisonnable. Et j'ai gardé ces trois valeurs, moi, dans mon parcours professionnel. Ça m'a énormément servi. Et c'est un monsieur, il m'a appris la façon dont je travaille aujourd'hui. Même si j'ai été formé par mes parents, par une Ouais, école, bien sûr. derrière, cette rencontre-là, elle a été fondamentale pour moi. Et puis pour me donner aussi l'envie de ne pas m'arrêter à un restaurant, d'en avoir plusieurs, me donner l'envie d'entreprendre. L'ambition. L'ambition, voilà. Oh. Il m'a transmis ça. Et c'est vrai que je lui en suis très reconnaissant parce que c'est des rencontres. Après, j'ai rencontré des clients aussi, incroyables dans notre métier. J'ai rencontré des gens qui m'ont poussé. J'ai rencontré une éminence grise qui avait fait son parcours professionnel avec la famille Bouygues, un Ouais. monsieur qui s'appelait Monsieur Jouvent, qui m'a pris sous son aile, qui a dit « Mais la façon dont tu travailles, on voit que tu es passionné, on voit que tu aimes ce que tu fais, je vais t'aider. » Et ces personnes-là m'ont présenté d'autres personnes qui m'ont permis des fois de trouver de l'argent, parce que j'avais besoin d'argent pour développer mon Bien entreprise, sûr, ouais. qui m'ont ramené des clients, qui ont un peu, qui m'ont accompagné dans mon parcours professionnel. Et c'est vrai que tout seul, on peut rien faire. Il faut avoir soit des modèles, des mentors, ou il faut avoir des personnes qui te font un peu la courte échelle, qui t'accompagnent. Ouais.
Et surtout, j'ai des collaborateurs incroyables. Oui, c'est ça. Qui sont les mêmes aujourd'hui? Mon premier chef de cuisine, je le salue, André Jalbert. André Jalbert. Moi, je venais d'acheter le restaurant, j'avais 27 ans, j'avais des dettes, je savais même pas comment Bah j'allais oui, payer oui. à la fin du mois. Lui, il était là depuis 28 ans avec une étoile au guide Michelin. Donc, tu vois, un monsieur respectable, Oui. chef qui a 27 ans, une étoile au guide Michelin, Oui, tu oui, c'est vois. pas... Moi qui ai 27 ans, qui connais rien, j'ai dit comment ça va se passer. Il m'a accueilli avec une très grande gentillesse. Il m'a donné tous les codes de la gastro, parce que moi j'avais travaillé dans des grandes brasseries, j'avais travaillé dans des grands hôtels, mais je n'avais pas vraiment fait de gastro pointu. Il m'a accompagné, il m'a même prêté de l'argent quand j'avais du mal à finir les fins de mois. Il va trouver des collaborateurs qui font ça pour toi quand t'es patron. Et je le salue, là, il a 85 ans, là, il se porte, il est en pleine forme, et c'est vrai que j'ai fait des rencontres avec des personnes bienveillantes et des personnes avec lesquelles ça s'est bien passé, et qui m'ont continué à perfectionner mon apprentissage, qui ont continué à m'apprendre des choses. Ce métier, il est formidable parce que tu apprends toute ta vie. Tu vois, j'ai 61 ans, j'apprends encore tous les jours dans mon restaurant. J'apprends tous les jours au contact des clients, au contact des collaborateurs. Des nouvelles têtes aussi, des nouvelles têtes, voilà, et on est toujours il n'y a rien n'est acquis. Et tu te nourris en fait au contact des collaborateurs, au contact des clients, tu te nourris de ces échanges. C'est vraiment de l'humain, c'est de l'humain. Non, mais Et moi, c'est passionnant, tu vois, j'ai pas envie d'aller en retraite, tu vois, j'aime trop ce que je fais. Bah, c'est pas encore le moment. J'aime trop ce que je fais. Bah oui, on est obligé de partir en retraite. Et tous les jours, en fait, il n'y a pas un jour qui se ressemble dans un resto. Chaque fois, tu as un client qui pousse la porte, c'est une surprise, comment ça va se passer. Et tu n'as pas de routine. C'est un métier de contact. Tu n'as pas de routine. Moi, je plains celui qui travaille tous les jours devant son ordi, avec une routine inlassable. Un resto, tu sais jamais qui va venir dîner. Il n'y a pas un service qui se ressemble. Les déjeuners, les dîners. Chaque fois, il y a les services réussis, d'autres qu'on peut louper, ça arrive. Hein. Les choses s'enchaînent mal, il y a un problème en cuisine, il y a un problème en salle. Mais après, le talent, c'est de pouvoir rattraper la situation. C'est de pouvoir retourner une situation. Et en fait, il y a une petite adrénaline. Alors, certains appellent ça du stress. Moi, j'adore les coups de feu. Je suis heureux que quand le restaurant est plein et qu'on est surchargé et qu'on est toujours borderline sur le timing. Quand le restaurant est moitié plein et qu'on s'ennuie un peu, franchement, j'ai du mal à animer un restaurant. C'est beaucoup plus difficile d'animer un restaurant à moitié plein qu'un restaurant archi plein. C'est très facile à animer. Parce que ça s'anime plus facilement. Ça m'étonne pas. Mais le travail n'est pas le même. Du coup, je me permets de rebondir là-dessus. On va faire le petit jeu « Le moment où ». Et donc, petite question, le moment où tu t'es dit « Ok, là, ça marche ». Le moment, c'était en 97. J'étais chez Françoise. Je ramais depuis quelques années. C'était vraiment très très dur. Parce que plein de facteurs. J'avais beaucoup de dettes. L'activité marchait, mais je gagnais pas beaucoup d'argent. C'était un peu rude. Puis en 97, je sais pas, on a eu un développement de l'activité très important. On a eu des retours, beaucoup de clients qui me disent mais voilà, ce que vous faites c'est top. On a eu beaucoup de sollicitations de personnes extérieures qui ont dit mais pourquoi vous feriez pas un autre restaurant? Ou on voudrait que vous veniez faire la restauration chez nous au restaurant du Sénat. J'ai eu des comme ça, des gens, je me rendais pas compte, j'étais dans mon travail au quotidien et j'ai eu plein de signaux comme ça qui se sont allumés en disant mais là il y a quelque chose qui se passe quoi. L'activité décolle, tu commences à vraiment ton entreprise est vraiment prospère. En même temps, tu as des gens que tu soupçonnais pas qui te sollicitent pour faire des choses avec eux, pour monter des projets avec eux. Donc, je dis là, ce que tu as fait depuis de nombreuses années, c'est reconnu. Et donc, en fait, ça, tu le vois pas quand tu es la tête dans le guidon, parce que nous, on est beaucoup la tête dans le guidon, les restaurants. On est proche de nos équipes, on est proche de nos clients, donc on prend pas suffisamment le recul. C'est toujours le rush. Quand on est jeune, surtout quand on est jeune et que c'est sa première entreprise. Voilà. Ok. Et le moment où tu as failli, peut-être pas, hein, où tu as failli tout arrêter. Il n'y a pas vraiment. Je suis trop passionné, moi, en fait. Moi, je suis trop passionné. Donc, j'ai jamais raisonné en disant je vais arrêter. Il y a des moments où on en a marre, forcément, parce qu'il y a des services qui se passent mal, où on a loupé son boulot, on a mal fait son boulot. Ça m'est arrivé de louper des clients.
Ça m'est arrivé de ne pas être content de mon travail, de dire mais c'est vraiment, je fais n'importe quoi là. Ouais. Mais tout arrêter, non, parce que je suis un passionné. En fait, je sais rien faire d'autre. Et j'adore ce métier-là. J'adore le contact. Ouais. Tout arrêter, non, oui. Si tu te le dis un soir quand tu rentres, quand ça s'est mal passé. Oui, mais comme tout le monde, en Je fait. vais vendre mon resto, je vais arrêter. Mais ça, c'est chacun, même dans son boulot de tous les jours, on se dit ça. Mais après, non, moi, je suis trop passionné, j'aime trop ce que je fais. Et puis, j'ai trop la chance de faire un métier que j'ai choisi à 17 ans. Il y a combien de personnes, enfin, je suis un privilégié. À 17 ans, j'ai dit, je veux être restaurateur. Aujourd'hui, j'ai 3 restos. Pour moi, c'est formidable de pouvoir faire le métier qu'on a choisi et pour lequel on est passionné. Il y a plein de gens qui peuvent pas le faire. Non, mais oui, Et c'est sûr. donc, t'as pas le droit de te plaindre quand c'est comme ça. Je trouve que moi, je me considère comme privilégié de faire un métier que j'aime, quoi. Même si ça a été dur au début. Le moment le plus improbable de ta carrière? Le plus Là. improbable, bah, je sais pas, c'est quand le prince Albert, il vient manger chez moi. Ouais. Il y a encore 2 ans, je l'installe dans un petit salon. Et puis, on commence à parler de l'Aveyron. Et en fait, le petit village dont je suis originaire, Mur de Barrez, c'était une ancienne principauté des Grimaldi. Ah, Donc, il me dit, je connais très bien votre région d'origine. J'adore cette région, on y mange très bien. Et j'ai parlé comme ça, pendant une dizaine de minutes avec le prince Albert de Monaco, devant une assemblée de 12 personnes très très importantes. oui, j'imagine. Voilà, des proches du Ouais, prince. ouais. Et on a fait la publicité pour ma région d'origine auprès de toutes ces personnes pendant un quart d'heure. Et il a donné la possibilité à la mairie de ce petit village de Mur de Barrès d'utiliser les armoiries de Monaco dans sa communication. Tu vois, Ah, donc ouais. comment à un moment donné, moi, petit restaurateur, je vais parler avec le prince Albert pendant un quart d'heure devant un parterre de personnes. Tu vois, c'est improbable. Oui, et j'imagine en plus que Après, c'est pas plein le de seul. rencontres avec des ministres que j'ai fait, Oui. plein de rencontres avec des chefs d'État, Oui, parce que de par la situation de mon restaurant, ces personnes-là venaient déjeuner chez moi ouais. ou dîner chez moi. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, ce métier-là, je ne me prédestinais pas à rencontrer toutes ces personnes. Et ça s'est quand même fait par la situation géographique de mon restaurant. Ouais. Et donc je trouve ça sympa, quoi. Eh bien, peut-être passons au plat. Et donc au plat, on a dit que c'était un riz de veau. Un riz de veau Au citron vert, au citron vert, c'est ça. avec une petite tombée d'épinards. Avec une petite tombée d'épinards. On va parler dans cette partie de la réalité du métier. Et donc, notamment, est-ce que toi, tu considères que dans ton parcours, il y a eu des moments d'échecs qui n'ont pas marché? Et comment après, toi, t'as rebondi là-dessus? Est-ce que tu as réussi à te relever? J'imagine que oui, étant donné que tu es ici. Mais est-ce qu'il y a eu des moments d'échecs? Ah oui, j'ai eu des échecs, bien sûr, hein. J'ai eu des échecs, je me suis associé en famille, ça n'a pas marché avec mon frère à l'époque. Donc il a fallu tout reprendre à Ouais. zéro. J'avais repris un restaurant à Charenton à un moment donné parce que moi je suis un peu entrepreneur, je vais un peu dans beaucoup de directions. À une époque de ma vie, quand j'avais une trentaine d'années, je voulais embrasser plein de choses, j'avais envie Ouais. de faire plein de choses. J'avais pris un restaurant à Charenton, ça s'est cassé la figure, ça n'a pas marché, ça a été beaucoup d'énergie, ça a failli mettre mon entreprise par terre. Donc des mauvais choix stratégiques, des mauvais choix de recrutement. J'ai fait beaucoup d'erreurs de recrutement parce que le recrutement c'est pas une science exacte. Non. Donc il m'est arrivé de me tromper sur des collaborateurs. Voilà, et donc derrière c'est très compliqué parce que on se remet en question humainement. On dit mais pourquoi? On sent qu'on est trahi un peu. On culpabilise énormément. On culpabilise énormément de s'être trompé parce que la personne qu'on avait recrutée, on l'a positionnée quelque part. Elle s'est pas bien comportée avec les collaborateurs. Elle n'a pas été valeur d'exemple ou alors elle a mal fait son travail. Elle a dégradé en fait la prestation du client. Et là, on s'en veut beaucoup. On s'en veut beaucoup parce que des années de travail, ça peut être anéanti en quelques semaines, quelques mois. Dans nos métiers, il y a cette ingratitude. On met des années à construire quelque chose, mais en quelques semaines ou quelques mois, on peut remettre en cause des années de travail. Et c'est ça qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Il faut être très humble, en fait, par rapport à ça. Oui, ben justement, ça, j'allais te demander
ce que justement ça t'avait appris. Mais je pense. Ça m'a appris l'humilité, en fait. L'humilité, ouais. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça marche là que ça marchera toujours. Ouais. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut toujours aller vers une forme de perfectionnisme. Et il faut ensuite avoir des collaborateurs qui soient dans dans les mêmes valeurs que tu portes. Nous, on travaille beaucoup sur les valeurs, l'accueil du client, c'est très important, la traçabilité, la transparence sur les produits, bien expliquer aux clients ce qu'on fait, comment on sélectionne nos produits. Et puis, l'amour qu'on met, l'amour, c'est pas un mot faible, hein. Je pense qu'il faut aimer les autres et il faut aimer ce qu'on fait dans ce job. On peut pas le faire bien si on le fait pour des mauvaises raisons. Il faut avoir une appétence pour l'autre et aimer ce qu'on fait et donner. Parce que ce métier, on reçoit que si on donne beaucoup. Si tu veux simplement dire ce métier, je vais gagner de l'argent ou ce métier va m'apporter. Non, si tu donnes pas, tu auras pas. Bah, surtout que le seul objectif, enfin, pas le seul objectif, mais si, presque, de ce métier, c'est quand même de donner du plaisir à des clients. Exactement. Enfin, je vois pas, se nourrir, certes, mais en fait, on peut se nourrir, enfin, on vient pas au restaurant Il faut être généreux. pour se nourrir. C'est-à-dire qu'on vient au restaurant pour passer un bon moment, déjà un bon moment en termes d'ambiance, on en parlait tout à l'heure, mais aussi gustativement. Bien sûr. Le but étant vraiment, c'est vraiment du plaisir simple. Donc c'est vrai que si on n'aime pas les gens et si notre but c'est pas de donner du plaisir aux clients et que les clients se régalent, c'est pas le bon métier, quoi. C'est vrai. Moi, je pense qu'il faut être généreux. Dans ce métier-là, le client, il le ressent. Moi, Ouais. je supporte pas, par exemple, le restaurant qui te met pas le pain quand tu arrives. Parce que de peur que tu le manges. Ouais. Tu vois, ils te mettent le pain que quand ils apportent Oui, les c'est entrées. vrai. Parce que des fois que tu mangerais le pain. Mais enfin, au restaurant. Moi, j'ai le client, il arrive chez moi. Je deviens fou si le client, dans les 5 minutes, il n'a pas le pain, le beurre, le petit amuse-bouche. Tout de suite sur la table. On vous accueille. Vous n'avez Ouais. pas besoin de demander. Le fait que la carafe d'eau est vide, on la renouvelle sans que le client demande. C'est des petits gestes de rien. L'accueil, la gentillesse à l'accueil, ça coûte rien. Ouais. C'est simplement, on est content de vous voir. Est-ce que je peux vous débarrasser de votre manteau? C'est des petites choses, moi, qui témoignent d'une attention qu'on porte au client et d'une envie qu'on a de lui faire plaisir. Et t'as l'impression que ça se perd aujourd'hui, Moi, j'ai l'impression que ça se perd parce que dans beaucoup d'établissements, des consignes sont données où il y a un manque de vigilance sur le côté généreux. Moi, je pense qu'un restaurant, c'est un endroit où on doit quand même trouver quelque chose de généreux. On doit se sentir un peu comme à la maison. Le job, il est fait Ouais. quand tu te sens à l'aise et que tu es mis à l'aise par l'équipe. Ouais. Si t'es pas mis à l'aise si c'est par l'équipe, c'est que le job n'est pas totalement fait. Faut que tu te détendes et que tu passes un moment où tu te sentes bien, où tu oublies tes problèmes, où tu évacues tout ce que tu as autour. On offre 1 heure ou 2 heures de vacances quand on va au restaurant. Mais en fait, et je pense aussi, je pense à ça, mais c'est vrai que de donner de l'eau et du pain, enfin c'est les premiers trucs normalement qui sont sur la table, ça se fait. Alors ça c'est mon impression, voilà, mais que ça se fait de moins en moins et que il y a aussi ce souci et cette volonté d'efficacité qui prend un peu trop de place dans certains restaurants, ou en tout cas de rapidité, d'efficacité. C'est-à-dire que, alors que c'est, alors, mais je suis bien d'accord, alors que le geste est simple, de juste renouveler l'eau, de juste ramener le pain, mais parfois l'objectif des employés n'étant pas de donner du plaisir aux clients, parce qu'il y a des consignes, comme tu disais tout à l'heure. Souvent dans l'établissement, on donne les consignes de ne pas donner le pain tout de suite parce que manger tout le pain, ils prendront pas de dessert. Tu vois, c'est ça en fait. Oui, mais du coup, il y a un truc de. Ils vont se gaver de pain, après ils prendront pas de dessert, donc je vais perdre du chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Moi, je raisonne pas comme ça. J'aime que le client, quand il arrive, au contraire, je dis, si je lui mets tout de suite un peu de pain tiède, du beurre, un petit amuse-bouche, quand je vais aller lui proposer un verre, il aura plus tendance à me dire, oui, on va prendre un petit verre. On va prendre un verre de vin, on va prendre un cocktail. Si je laisse la table sèche comme ça avec ses menus et qu'il a rien devant lui, pendant le quart d'heure qu'il attend pour prendre sa commande, je pense qu'il sera moins enclin. Et pour moi, c'est un témoignage d'accueil. Ça veut dire que vous êtes les bienvenus. Vous voyez, on vous met déjà en situation. Vous avez vous allez grignoter un morceau de pain, vous allez tartiner du beurre. Vous êtes bien, quoi. Vous êtes chez vous. Bien, vous êtes chez vous. On va passer au ça passe ou ça casse. Alors,
ça passe ou ça casse. Donc situation évidemment. Un client, alors réponse, ça peut être je gère, je panique, je vire quelqu'un, j'improvise ou toute autre réponse évidemment sera acceptée. Un client renvoie son plat 3 fois. Un client renvoie son plat 3 fois, ben je vais le voir et je lui demande est-ce qu'il souhaite choisir autre chose? Peut-être que le plat ne lui convient pas. J'essaye de comprendre pourquoi il renvoie le plat 3 fois. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, je lui offre le plat et je lui propose de choisir autre chose sur la carte. Mais en tout cas, je me permets de vous l'offrir. Oui. Moi, c'est mon réflexe de restaurateur, Oui. de commerçant. Là, c'est même pas le métier de restaurateur, c'est de commerçant. Ouais. Si 3 fois le client il te renvoie un plat, voilà. Après, je rentre pas dans ces justifiés, pas justifiés. Je rentre pas dans ce débat-là parce que le client, il reste le client. Et donc, je vais pas rentrer dans un débat avec lui. Je vais pas argumenter. Je vais simplement aller m'excuser platement, lui offrir son plat et lui proposer autre chose s'il le souhaite. C'est pas évident de faire ça parce que je pense que tu peux faire face parfois à des clients enfin des gens en règle générale. Et, statistiquement, je pense il n'y en a pas tant que ça. Non, je pense pas. Mais je pense que c'est effectivement le Ça vaut mieux pas à le coup faire. de gâcher ton service Oui, pour un plat. oui, Moi, je veux calculer simple. Tu as un plat qui vaut 20 €. ouais, Tu vas gâcher le service de 80 personnes. Ouais. Ton restaurant fait 80 personnes. Tu vas faire perdre le sourire à tes 3 serveurs. Tu vas faire perdre le sourire à tes 3 cuisiniers pour un plat à 20 balles. ouais, Mon calcul, il est vite fait. Hein. ouais, mais Je lui offre le plat et tout le monde garde le sourire. On passe une bonne soirée. Et le client, à la limite, s'il était de mauvaise foi, il dira j'ai fait une bonne affaire, je n'ai pas payé mon plat. Oui, voilà, très bien. Et on passe à autre chose. Grand bien lui fasse. Et grand bien lui fasse et on passe à autre chose. Ouais. Alors le commis de cuisine fait tomber une assiette pleine, quoi, remplie. Eh bien, je lui... Je lui, Non, je lui propose d'aller chercher la petite balai, la petite pelle et de ramasser. bah, peut-être qu'il le fera lui-même. Voilà, on va le faire ça pour pas qu'il y ait déjà un collègue qui se blesse avec, Avec de qui est tombé par terre, ça peut être glissant, les épinards et le avec le les riz de veau. épinards et la sauce du riz de veau. Voilà. Et après de nettoyer sa bêtise, et puis je vais vite prévenir la cuisine pour qu'ils remettent en plat en route, que le client n'attende pas au bout. Voilà, et puis à la limite, à la fin du service, je vais débriefer avec lui 5 minutes, fais attention la prochaine fois, ou qu'est-ce qui s'est passé, voilà, Oui. tu t'es entravé, il y a eu un truc. Je vais pas l'agonir devant ses équipes, devant les collaborateurs, devant les clients. C'est de l'humiliation. Là. Faut pas. Oui. Sur le moment, la réaction, c'est Solution. solution tout de suite. Ouais. Déjà, sécurité, et ensuite mettre un plat en route pour que le client qui est au bout de la chaîne, il n'attende pas son plat 1 heure. Et après, si vraiment il a été négligent ou que j'ai vu que c'était un manque d'attention, je vais le prendre à part, je dis fais attention la prochaine fois. Alors, il n'y a plus de viande en plein service. Il n'y a plus de viande en plein Il n'y a service. plus de viande, c'est-à-dire que, je sais pas, la viande d'un coup, il y a tout le monde, il y a quelqu'un qui est venu voler toute la viande je sais pas. De toute façon, il n'y a plus de viande. Donc, plus de riz de veau. Ah ben, je préviens les équipes et je préviens les clients et puis je propose le reste de la carte. Hein. Ou alors, si j'ai le timing nécessaire, je vais Ah non, il n'y a pas le droit. chez mon confrère à côté, que je connais bien, qui est un restaurateur. J'ai dit, t'as pas une dizaine d'entrecôtes pour que je finisse mon service ou t'as pas, voilà. Mais non, c'est un cas improbable, mais je vais plutôt aller communiquer avec mes équipes sur la situation et puis essayer de tourner ça le plus positivement possible pour proposer autre chose. Bon, en tout cas, pas de foie gras et pas de riz de veau pour cette fois-ci. Bah oui. Mais il y aura autre chose. Mangeons de la sole et puis Bah oui, des asperges. très bien. Un petit fromage peut-être? Alors, Donc, fromage. Le fromage, et on choisit. Alors moi, le fromage que je mets en avant cette année, c'est le Roquefort, parce que c'était les 100 ans de l'appellation Roquefort. Donc j'ai promis à ma région d'origine, à mes élus de l'Aveyron et de la Lozère de mettre en avant le Roquefort. Mais après, je propose un fromage local aussi qui s'appelle le Saint-Jacques, qui est fait à la ferme de la Tremblay dans les Yvelines. C'est comme un petit camembert moelleux, bio, top niveau. Et je propose également un pavé de Paris. Un pavé de Paris, c'est un fromage un peu mi-chèvre, mi-vache, qu'on fait dans cette même ferme de la Tremblay à Rambouillet, côté de Rambouillet. Donc j'ai 2 fromages locaux pour être un petit peu dans un esprit cuisine locale et produits locaux. Et un fromage emblématique pour ma clientèle étrangère, le Roquefort, parce que c'est un fromage qui est très connu à l'international. J'ai ces 3 fromages que je propose en ce moment.
Ok, alors question, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer dans la restauration? Bah, j'ai dit que c'est un très bon choix. Tu vas jamais t'ennuyer. Tu vas avoir des journées où il n'y a aucune routine. Tu vas travailler dans des lieux sympas. Tu vas rencontrer des clients, des collaborateurs et tu vas nouer des contacts humains incroyables. Tu vas te construire et te nourrir de ces rencontres pour devenir une autre personne. Et cette personne-là, elle sera le fruit et la somme de tous ces échanges et de tous ces contacts. Et en plus, tu vas apprendre. Tu vas apprendre les produits, tu vas apprendre le contact humain, tu vas, je dirais, te désinhiber complètement parce Ouais. que quand tu vas être dans une salle de restaurant, tu vas très vite te rendre compte qu'il y a plein d'interactions, plein de choses à gérer en même temps. Réclamer une table, passer une table au dessert, prendre une commande, imprimer une addition. Quand tu vas être en cuisine, tu vas avoir à gérer le coup de feu, tu vas gérer plusieurs tâches en même temps. Et tu vas te challenger, tu vas t'améliorer, tu vas te perfectionner dans ton travail et tu vas devenir un expert. Et cette expertise-là, elle est très reconnue aujourd'hui. Donc tu pourras la valoriser auprès d'autres employeurs, tu pourras la valoriser à l'international parce que tu peux partir travailler dans le monde entier quand tu sais faire le service et la cuisine. Tu peux franchir Ouais, les ouais. frontières, tu peux prendre un billet d'avion et tu peux te retrouver n'importe où, tu vas trouver du boulot. Bon, bah, je pense que si vous hésitez encore, C'est vrai, hein? non, mais c'est vrai que même moi, C'est vrai, j'ai hein. presque envie de devenir J'ai une copine, restaurateur. là, Donc, c'est Camille, euh, elle s'appelle, elle a 30 ans, elle a démarré dans la restauration. Aujourd'hui, elle fait des tours du monde, partout où elle va. Alors, je la suis un peu bonjour Camille. Sur Insta et tout, avec son compagnon. Ben, ils sont en Australie, ils sont Ouais. en Thaïlande, là, ils sont partis maintenant en Amérique du Sud. Partout, elle bosse dans des restos, se fait un peu de sous, elle continue son tour du monde comme ça. Bah ouais, moi j'ai un copain qui travaille dans les croisières de bateaux et qui en fait la cuisine on l'a fait partout. Ben oui, Donc c'est un métier qui nous rend hyper et, libres ouais, de t'es libre. bouger. Et surtout que nous, on a quand même, bon, ici en France, on a une cuisine qui est très valorisée à Ouais. l'international. Alors dès lors qu'on dit, je pense, je sais pas, mais dès lors qu'on dit qu'on est français, Ah je pense qu'il y ben, a quand même une petite tu vas à valorisation de. Sydney, t'es français, si tu as ton visa, tu trouves du travail en 48 heures. Bon, bah alors je vais partir à Sydney, moi, pour faire de la Tu restauration. trouves 48 heures, tu as du boulot et bien payé, hein. Bien Ouais, ouais, payé, ça hein. m'étonne pas, bah ouais, ça Bien m'étonne pas. payé, Ouais. sans problème, hein. Bon, on va passer à un petit jeu. Alors, je vais te montrer des personnes et tu vas me dire ce que tu leur sers en plat. En plat, d'accord. Alors, on a ici Ayana Kamura. Un filet de dorade, caviar d'aubergine, avec une petite sauce vierge et des grains de grenade, échalotes, voilà, fines herbes. Bon, bah oui. On a, Je prends mes plats de chez moi que je connais, quoi, hein. monsieur. Waouh! Alors lui, je lui sers un faux filet de bœuf du Limousin en 500 grammes. Alors, il n'aime pas l'alcool. On va lui faire une bonne sauce béarnaise avec du beurre, du beurre, du beurre et de l'estragon. Et puis, on va lui servir des French fries pour le défier. Des Oui, frites, des French fries. très bien. On a ce monsieur, Voldemort. Enfin, celui Ah! dont on ne doit pas dire le nom. Vol, Voldemort. Ah ben alors là, lui, je vais lui faire un civet de sanglier avec des trompettes de la mort Ouais, et ça une lui va purée bien. de céleri. Ouais, ça lui va bien. On a Hannibal Lecter. Bah, Hannibal Lecter, t'es obligé de lui faire un tartare à lui, hein. Tu lui fais, tu lui fais un tartare de bœuf bien relevé. Ou des abats, peut-être. Ouais, ou tu peux lui faire un foie de veau aller-retour à la vénitienne avec des petits oignons. Aller-retour. Oui, oui, c'est vrai que dans le numéro 2, un foie de veau aller-retour à la vénitienne avec des petits oignons. On lui met des petites frites avec quand même. Oui, on peut lui mettre des Oh, on frites. peut lui mettre des Ouais. petites frites. On a cette femme. Ah, j'adore Dalida, j'adore. Ah, là, on est en Italie. Là, on va en Italie. Tu lui fais qu'est-ce que je vais lui faire? Une belle recette de pâtes. Une Mhm. belle recette de tagliatelle au pesto, avec des petits copeaux de parmesan. Ouais. Ouais, ça lui va bien. On a ce monsieur. Ben lui, tu lui fais
une recette espagnole. Tu vas lui faire quoi? Tu vas lui faire... Ah, j'ai du mal, hein. J'ai du mal à lui, hein. Peut-être du jambon ibérique? Ouais, voilà, une belle chiffonnade de jambon rabougol à ibérique, oui, oui, c'est pas Avec mal. une pinte. Avec une pinte, ouais, c'est ça, ouais. Je veux Ouais, ça bien. lui va bien, moi, je Oui, trouve. oui, ça va bien. On a ce monsieur. Ah ben Pierre Ninet, lui, c'est bio à fond, donc on va lui faire. Vous êtes, t'es pas le Il est, premier à dire ça. non, il est client chez un de mes adhérents. Donc lui, il va prendre un plat végé, c'est sûr. Ah ouais. Il va prendre un plat végé, il va faire un gratin, mais il n'y a pas de fromage non plus, ça va pas lui aller le fromage. Faut pas que je mette du fromage pour lui. Il est chiant. Ouais, il faut que je lui mette. Je vais lui faire une recette de chou-fleur avec yaourt grec des curry rouge, etc. Ouais. Une recette végé autour du chou-fleur avec un petit tapis de yaourt grec. Eh bien, c'est tout. Va pour un petit dessert. En dessert, on prendra. En dessert, on a dit qu'on faisait les crêpes Suzette. Ah, les crêpes Suzette, oui, c'est vrai. Et Flambé au Grand Marnier. eh bien, on passe aux crêpes Suzette. Alors, j'avais une question, donc c'était attirer et motiver les jeunes, mais je pense que tu l'as déjà fait juste avant. Quelle place pour la créativité dans ton métier? Pour la créativité, on a une place importante sur la partie cuisine, parce que même si dans mes restaurants on fait une cuisine française traditionnelle, il faut toujours aujourd'hui faire évoluer son offre et il faut la rendre maintenant instagrammable, il faut la rendre un peu sexy, il faut la rendre visuelle, parce que le visuel depuis quelques années, malheureusement, parce que moi je suis un vieille école, il a pris le dessus sur le goût, en fait. Ouais. On a aujourd'hui une satisfaction du client qui vient plus des yeux que des papilles. Parce qu'il y a malheureusement une perte de référence dans les papilles. Et donc aujourd'hui, il faut travailler beaucoup le visuel, donc ça demande de la créativité. Donc on travaille beaucoup sur les petites fleurs aromatiques, les petites pluches de betterave. Oui, ce qu'on voit sur Instagram, je vois Voilà, tu exactement. vois, on travaille beaucoup là-dessus, ce qu'on faisait pas il y a 10 ans. Ok. On travaille beaucoup sur les mélanges de saveurs un peu différents. Même si on est un restaurant traditionnel français comme moi, on va toujours apporter une petite touche d'épices, une petite touche un peu exotique, une petite touche, un petit peps derrière qui fait la différence. Alors le visuel et cette petite touche d'épices qui fait la différence. Tu vois, la recette des riz de veau, c'était le citron vert Ouais. qui amène cette petite nuance. Il y a 20 ans, on l'aurait fait avec une sauce au mori à la crème. Maintenant, on le fait au citron vert. Et donc, créativité dans la cuisine, c'est obligé. Créativité dans l'art de la table. Les assiettes blanches ont un peu disparu des restaurants. Maintenant, travaille sur la céramique. On met, Oui, en c'est valeur vrai. on met en valeur des céramistes. On essaye de donner la part belle à des artistes ou à des artisans dans l'art de la table, même dans des bistrots, même dans des restos, sans être dans des gastros. Et créativité dans la façon de mettre en scène le service. On en Je te parlait. l'ai dit tout à l'heure avec les Ouais. magnums de vin, je te le dis là avec les crêpes Suzette, puisqu'on est au dessert, on les fait flamber devant les clients, on raconte une histoire à travers le produit. Donc on n'est pas simplement à poser une assiette, il faut qu'il y ait un cérémonial autour. J'adore, moi je fais des sphères en chocolat, et avec une petite garniture praline à l'intérieur, et j'arrive avec la sauce chocolat. Et ça fond. J'andouja et je fais fondre devant les clients, les gens adorent ça. Tu vois, c'est tout bête, mais il y a un travail de mise en scène. Et là, on brainstorm avec les équipes Ouais. et on demande à chacun, c'est pas une idée, ce plat-là, comment on pourrait le servir pour que ça soit un peu plus fun et un peu plus différent de ce que font les autres. C'est un spectacle, quoi, en Voilà, fait. c'est un spectacle. Donc la créativité, elle est sur ces 3 registres. Le service, l'art de Ouais. la table et aussi la conception des recettes pour y amener que le cuisinier, il ait son mot à dire. C'est pas un truc académique, il a mis sa petite touche personnelle. Ouais. On a une recette de fraisier, par exemple. On met un peu de meringue sur le dessus. Tu Mmh. vois, le fraisier traditionnel, t'as pas de meringue. Là, on met une petite couche de meringue en plus. C'est notre petite façon de faire le fraisier à nous, chez Françoise. Il n'est pas comme les autres. Mais c'est pour ça qu'on parle aussi d'art culinaire, en fait. C'est vrai que c'est. Voilà. Et puis les chefs, ils aiment bien mettre leur personnalité. Même dans un bistrot, même dans une brasserie, ils aiment bien qu'on leur donne. Si tu leur laisses pas faire ça, tu perds une partie du potentiel de
de ton équipe. Il faut leur laisser une marge d'expression Ouais. dans le service, dans l'accueil et dans la cuisine. Bon, je crois que j'ai un petit peu trop mangé, donc peut-être un petit digestif. S'il y a des apprentis qui regardent, on en a déjà un peu parlé, mais je pense que c'est important. Qu'est-ce que toi, t'aimerais qu'ils retiennent de ton parcours, de ton métier? L'apprentissage, pour moi, c'est la voie royale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans mes équipes, sur les 60 collaborateurs que j'ai aujourd'hui, il y en a un tiers qui sont issus de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils ont démarré dans l'entreprise entre 16 ans et 19 ans. Et puis, ils ont grandi, ils ont passé leur diplôme. Certains sont restés dans l'entreprise après. Ouais. Je pense à Jean-François. Jean-François, il Jean-François. a 2 enfants. Il a connu que Françoise, si tu veux. Il a été apprenti, maintenant il est responsable à la démocratie. C'est le responsable de la démocratie. Et il a connu que Françoise depuis 20 ans qu'il travaille. Et il adore, parce que les clients le connaissent, c'est sa famille en fait. C'est sa famille, il est très très heureux dans cet environnement. On a certains apprentis qui nous quittent parce qu'il faut aussi voyager, aller voir ailleurs ce qui se passe, découvrir le monde, comme on dit. Et après, ils reviennent nous voir en disant, finalement, je me plais bien dans vos restaurants, et puis ils continuent leur parcours professionnel chez nous. Mais nous, on considère que c'est la voie royale parce que quand on démarre de zéro et qu'on accompagne un jeune, il va tout de suite prendre nos méthodes de travail, notre rigueur, notre fonctionnement, et il va être, je dirais, maison. Nous, on dit maison, ça veut dire que il a des réflexes et des valeurs que nous, on partage. Donc, on fait partie un peu du même univers, de la même famille, de la même communauté. Quand on recrute une personne de l'extérieur, il faut lui inculquer tout ça. Ouais. Et c'est beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps, parce qu'il a d'autres expériences, et parfois il peut être dérouté sur la façon dont nous on fonctionne. Tout ce que je t'ai exprimé pendant notre entretien. Alors que quand on a un apprenti qui a démarré chez nous, ça lui paraît naturel, parce qu'il a connu que cette façon de fonctionner. Donc si tu veux, c'est des automatismes qu'il a, et qui font gagner beaucoup d'efficacité dans la prestation au client. Mais toi, t'aimes former? Moi, j'adore former. J'aime accompagner les jeunes parce que je trouve que moi j'ai eu cette chance d'être formé, qu'on m'ait appris, et je trouve que c'est normal de donner sa chance aux jeunes aujourd'hui. Et donc, faut prendre du temps, faut les accompagner. Et je pense il y a des jeunes qui pigent en 6 mois, il y a des jeunes qui pigent en 2 ans, mais l'important c'est d'y arriver. Faut pas. Chaque gamin est différent, chaque jeune est différent. Et moi, j'ai des exemples de réussite incroyables de gamins. Au bout de 3 mois, on leur donnait, mais je ne l'ai pas fait pour ça, quoi. Ouais. Aujourd'hui, ils sont cadres chez moi. Donc, il n'y a rien d'irréversible. Il faut simplement avoir une volonté de persévérer. Mais par contre, il faut aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire que on le voit dans l'attitude, le sourire, le dynamisme. C'est ce qu'on demande dans ce métier. La motivation. Souriant, parce qu'on est dans un univers de fête. On demande d'être dynamique parce qu'il y a ce qu'on appelle le coup de feu. Dans les restaurants, il y a le coup de feu. Tu peux pas. C'est un moment où tout le monde veut manger à 12h30 et tout le monde veut dîner à 20h. Ouais. Ça, c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Ouais. Donc, il faut faire avec. Une fois qu'on a pigé que c'était les 2 coups de feu, qu'il fallait donner tout à ce moment-là, mettre toute la machine en route, qu'on est souriant et qu'on a envie de bien faire, tout le monde peut réussir dans cette profession. Tout le monde peut embrasser ce métier. Mais à un moment donné, ce qui fait la différence, c'est le fait de l'aimer, d'y prendre du plaisir. Moi, je sais que je prends du plaisir à faire le service. Moi, j'ai horreur d'être sur les tableaux Excel, j'ai horreur de passer du temps sur ma boîte mail. Pour moi, c'est vraiment la partie du travail que je déteste. Je commence à vivre à 11h30 quand je fais le briefing et quand je m'apprête à recevoir mes clients. Là, c'est le job. Là, je m'éclate. Ouais, je comprends. Là, je m'éclate parce que c'est mon métier. Ouais. Alors, pour finir, tu vas compléter ces phrases. Donc, un bon restaurant aujourd'hui, c'est un lieu où on est accueilli avec générosité et où on prend du plaisir. Un mauvais patron, c'est un patron qui ne forme pas. Les jeunes aujourd'hui dans le métier, ils ont un avenir incroyable. Parce que c'est un métier où on peut tout faire dans tous les pays, où on peut évoluer très vite, où on peut avoir des responsabilités très tôt. Tu as plein de managers de restaurants, de chefs de cuisine qui ont moins de 30 ans.
Ouais. Tu n'as pas ça quand tu vas travailler dans l'assurance ou dans la banque, hein. Non, ça c'est clair. T'attends 55 ans pour avoir la place du patron au-dessus et encore, tu vas Ouais. jamais évoluer. Dans nos métiers, on peut évoluer extrêmement vite, on peut grandir très vite et on peut très vite prendre confiance en soi et se construire son propre avenir. On peut prendre les rênes de sa vie dans notre métier et on peut prendre les choses en main. Je trouve ça qui est bien, c'est qu'on est acteur de sa vie. On n'est pas spectateur et on n'est pas sur une hiérarchie pesante. Un restaurant, il n'y a pas une hiérarchie pesante, ça marche pas comme ça. On est dans l'horizontalité au niveau du management. Bah, merci beaucoup, Pascal. Ça m'a presque donné envie de changer de voie et de monter un restaurant. Tu viens faire un essai quand tu veux. Voilà, donc je vais peut-être partir tout de suite et venir faire un essai chez Françoise. Voilà, je sais pas si j'en ai les capacités. J'ai servi un petit peu, mais sans c'était. problème, parce que tu es très à l'aise dans le Mais, champ. Déjà en salle, je te verrais bien en salle, hein, tout de suite. Bah, j'ai fait un peu de salle justement. En salle, à l'accueil, un CV, s'il vous sans plaît. problème. Non, mais vraiment, ça donne, enfin, tu donnes hyper envie, je trouve, d'entreprendre. Bien que ce soit peut-être un mot, mais c'est pas C'est pas un gros mot, hein. Non, mais c'est pour ça d'entreprendre, mais je trouve de créer son propre lieu, et puis d'aller jusqu'au bout, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi beaucoup d'échecs. Il faut aussi commencer par en bas, mais franchement, c'est hyper inspirant, là où t'en es aujourd'hui, et avec ces 3 établissements, 4, du coup, 3 établissements, et ça donne faim, hein, surtout. Dans tous les sens du terme, ça Je suis donne très content faim. quand j'arrive à convaincre des étudiants, parce que moi j'ai pas mal d'étudiants qui viennent bosser chez moi Ouais. l'été, parce que pendant qu'on fait les roulements de vacances l'été, bah, j'ai des étudiants souvent qui viennent bosser sur des contrats saisonniers. Ouais. Alors ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, puis je me tiens au courant de leurs études, comment ça se passe et tout. Et quand j'arrive à en convaincre de changer de branche. Ouais. Et là, il y a pas longtemps, je pense à Vivienne, elle était en études de langue en fait, hein. Elle parle 4 langues, chinois, allemand, anglais, français, couramment pour être interprète dans les grandes institutions internationales. Elle vient de me dire, ça y est, je reste dans la restauration. Bah, je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça génial. Ouais, Alors ouais. c'est vrai que c'était pas son intention première, mais elle se dit, vu ce qu'on me propose sur les études que j'ai fait, et vu ce qu'on me propose en restauration, je préfère la restauration. Mais en fait, c'est un des seuls métiers où tout le monde y a un tout petit peu touché, parce que c'est vrai qu'il y a ces trucs de Ouais. saisonnier, etc. Moi, j'ai déjà fait du service, et pourtant, généralement, on n'est pas du tout du métier. On y touche un peu, et donc, c'est le seul truc qu'on a tous en commun, c'est qu'on a tous fait un tout petit peu de restauration. Et effectivement, il y en a pour qui ça Et ça tu gagnes devient. bien ta vie dans la Et restauration. on gagne bien. Faut arrêter de dire qu'on gagne mal sa vie dans la restauration. Ah Aujourd'hui, non, ah oui, non. aujourd'hui, un chef de rang à Paris gagne 2000 € net sans problème, sans les pourboires. Donc beaucoup de chefs de rang sont à 3000 € par mois. Ouais. Et donc c'est quand même des beaux salaires quand tu regardes d'autres secteurs d'activité. Et à des âges qui sont. À 25, entre Ouais, 25 ouais. et 30 ans. hein. Ouais, Donc ouais, non, mais oui, c'est c'est clair. plutôt pas mal. Surtout que les prérequis sont simplement l'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, hein. Comme disait Johnny. L'envie d'avoir envie, c'est tout. Et après, il faut se prêter au jeu. Il y a des codes. Il faut rentrer dans les codes du métier. J'ai expliqué le coup de feu. J'ai expliqué l'organisation d'un restaurant, les règles de vie, le fait qu'on est toujours en représentation. Bah, c'est vrai qu'il faut jouer le jeu. C'est notre job. C'est comme un acteur de théâtre. Il peut pas se dire, bah, je vais faire ma pause cigarette au milieu de l'acte 3. Tu vois, ça va pas le faire. Tu vois pas, moi je fais ma pause cigarette, ou je prends ma pause, ou tiens, mon téléphone il a bipé, j'arrête la représentation théâtrale, je vais faire ma pause. Bah, à partir du moment où le jeune a compris ça, bah, c'est du théâtre, on le disait au début de notre entretien. Non, mais c'est vrai que Pas quitter la scène quand tu es en pleine représentation. Mais c'est presque le métier le plus proche du théâtre, en fait. Théâtre et sport, c'est les deux analogies qu'on peut faire. Ouais, Le exactement. sport parce qu'il y a une notion d'équipe. On travaille beaucoup en équipe. Bah, comme la troupe au théâtre, et du Voilà, coup, comme c'est le travail truc d'équipe au restaurant. Alors c'est vrai, moi j'ai des collaborateurs, ils me disent mais là je veux envie de fumer une cigarette. Ah ben non, il est 21h15, là tu peux pas aller fumer une cigarette. Hein. C'est le plein coup de feu. Si tu as une pause clope à faire, je te la donnerai à 22h, 22h15, quand tout le monde sera au café, au dessert, par roulement, vous irez fumer votre clope, mais tu peux pas partir à 21h15 fumer ta clope. Ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte
comme le métier, quoi. Je prends l'exemple de l'acteur, il peut pas quitter son... Mais je trouve que c'est une super comparaison. Ce truc de partir fumer sa clope à l'acte 3. C'est ça. Ou alors le téléphone. Le deuxième truc, c'est le téléphone. Ouais, je regarde. Ouais, j'ai une notification. Non, tu prends pas le téléphone. T'es en train de faire Ton Don téléphone Juan et pendant le service, tu le laisses dans la desserte Vas-y. et tu liras tes messages pendant ta pause. Ouais, clairement. Ben, merci Pascal. Bon service. Merci, mais j'y vais là. T'y vas? Ça approche, Où ça? j'y vais. Chez Françoise. Bon, bah alors on va tous chez Françoise. C'est parti, on y va. Eh bien, on remercie encore la branche hôtel, café, restaurant et ici c'est ma place par Acto, bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour la prochaine émission. Ciao!